C'est vous qui avez envoyé Yang Liwei dans l'espace. J'ai tout bien préparé. Vous pouvez y aller sans souci. Vous aviez échoué de nombreuses fois. Yang Liwei le savait. Sifa-Gelen, vétéran de l'industrie aérospatiale chinoise, premier concepteur en chef des vaisseaux spatiaux Shenzhou. Envoyer l'homme dans l'espace, je suis là pour accomplir cette mission. Le premier missile, le premier lanceur, le premier satellite, le premier engin spatial expérimental, le premier vaisseau spatial habité. Il fut le témoin de tous les moments historiques de l'industrie aérospatiale chinoise. Quand on a fait le premier missile, personne n'en avait vu avant. On s'était préparé en imaginant plus de 100 défaillances, mais aucune n'a eu lieu. C'est très risqué, c'est obligé. 2016 a été marqué par le 60e anniversaire de l'aérospatiale chinoise et beaucoup d'événements ont eu lieu. L'industrie aérospatiale chinoise a 60 ans. L'invité du jour, le père du vaisseau spatial Shenzhou, Sifa-Gelen. Bienvenue sur le plateau de Magistral. Bonjour chers téléspectateurs, vous regardez Magistral, c'est la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je m'appelle Sabening, soyez les bienvenus. Tout au début, j'ai pris cette position, comme si j'allais décoller. En fait, si j'ai fait ça, c'est parce qu'aujourd'hui, notre programme est étroitement lié au lancement de fusées. En 2016, on a fêté le 60e anniversaire de l'industrie aérospatiale chinoise et beaucoup d'événements ont eu lieu. Le lancement de Long March 7, mais pas seulement. En effet, cette fois-ci c'est différent, car Long March 7 est un lanceur nouvelle génération développé indépendamment par la Chine. C'est un nouveau progrès. Aujourd'hui, on a un invité spécial, un vieux monsieur qui a été le témoin de toutes les étapes du développement de l'industrie aérospatiale chinoise. Je vous demande donc d'applaudir le pionnier de l'industrie aérospatiale chinoise, le premier concepteur en chef du vaisseau spatial Shenzhou, membre de l'Académie d'ingénierie de Chine, monsieur Sifa-Gelen. Bonjour monsieur Otzi, bonjour, attention. Bonjour. Bienvenue. Merci, merci. Merci à tous, asseyez-vous. Qui peut deviner l'âge de ce vieux monsieur aux cheveux blancs qui se tient devant nous? Ces jeunes sont prudents, ils disent 50 ans. J'ai plus de 80 ans. En fait, monsieur Tsi a 83 ans, mais il est toujours en pleine forme. Avant de commencer, on lui a dit que l'enregistrement prendrait entre 1 et 2 heures, mais qu'on pouvait lui préparer une chaise. Il a répondu que rester debout ne lui poserait pas de problème. Par contre, monsieur Tsi m'a demandé comment il pouvait faire impression en arrivant. Comme certains sont venus en voiture autonome, j'ai demandé si je devais venir en fusée. Mais ils m'ont dit que je pouvais venir à pied. J'ai ajouté un petit détail. Monsieur Xi a toujours dit qu'il préférait être qualifié d'ingénieur. Et vous l'êtes, en effet. Hier, notre journaliste est venu chez vous pour préparer l'émission. Mais pendant la conversation, il y a eu un petit incident. Vos lunettes se sont cassées. Les ingénieurs sont toujours prévoyants. Vous avez alors une paire de lunettes dans tous les tiroirs? J'en ai une paire au bureau, une chez moi et une dans ma poche. Donc dans le secteur aérospatial, par exemple, pour le lancement des fusées, il faut préparer plusieurs plans. Oui. Apparemment, la fois où Yang Liwei a été envoyé dans l'espace, c'est vous qui avez signé l'ordre de mission du lancement. Que je vous raconte une histoire. Avant d'être concepteur en chef du vaisseau spatial, je suis allé en Union soviétique assister au lancement d'un vol habité. Avant que le cosmonaute ne monte dans la fusée,
Le concepteur en chef lui a dit « J'ai tout bien préparé, vous pouvez y aller sans souci. Vous nous reviendrez. » Et puis il a signé. À l'époque, je n'étais qu'un simple visiteur, mais en 1992, quand je me suis retrouvé chargé de ce programme, j'étais très nerveux. Je me suis demandé si je pouvais vraiment le faire. Mais grâce aux efforts de tout le monde, on a réussi. Je vous dévoile ici un secret. Dans notre équipe, aucune femme n'avait voté pour Yang Liwei parce qu'il était trop petit. Elles ont voté pour le plus grand, mais je vous dirai pas qui. Les femmes ont voté pour le plus grand, mais ce n'est pas scientifique ça. Le plus grand, c'est aussi le plus lourd et la charge. C'était juste pour son allure, je plaisante. À mon tour de vous raconter une vraie histoire. Yang Liwei est venu dans notre émission et lorsque le réalisateur a dit 5, 4, 3, il s'est tout de suite raidi. Alors je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que depuis le compte à rebours l'angoissait toujours. Je vous donne une information. En 2016, c'était le 60e anniversaire de l'industrie aérospatiale chinoise et beaucoup d'événements ont eu lieu. Lancement de Long March 7, mais pas seulement puisqu'il y a aussi Tiangong 2 et Shenzhou 11. Oui aussi, Long March 5. D'accord. 4 grands projets. Donc en 2016, c'était une année importante pour le vol habité. Nous avons été les témoins privilégiés d'une grande avancée de l'industrie aérospatiale chinoise. À présent, il n'y a plus qu'à laisser la parole à Monsieur Xi, s'il vous plaît. Notre présentateur vient de parler de Long March 7, un lanceur auquel tout le monde s'intéresse. Mais quelle en est la raison? C'est parce qu'avec cette fusée, nous sommes montés d'un cran. Avant, on avait la capacité de lancer un engin de 8 à 10 tonnes en orbite basse. Avec Long March 7, cette capacité a augmenté de 50%. Elle peut transporter 14 ou 15 tonnes. À quoi ça sert? Ça servira à lancer en 2017 le vaisseau cargo Tianzhou 1. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Quand on aura mis en orbite notre station spatiale, il faudra un lanceur encore plus gros. Long March 5 a été lancé au second semestre de 2016 pour la station spatiale. Un autre problème essentiel à résoudre, ce sont les longs séjours. Les taïkonautes devront rester dans la station spatiale pendant des mois. C'est pour cette raison qu'en 2016, on a lancé Tiangong 2, puis Shenzhou 11. 2 taïkonautes sont restés 30 jours dans Tiangong 2. Mais alors, il y a un autre problème qui survient, celui de l'approvisionnement. Parce que dans l'espace, ils vont devoir consommer des choses, avoir de quoi manger, de quoi boire, de l'oxygène et divers équipements. Il faudra donc un vaisseau cargo capable de transporter de très lourdes cargaisons. En 2017, on a lancé Tianzhou 1, capable de s'amarrer à Tiangong 2 pour lui fournir une cargaison de 5 tonnes. Une fois tout cela réalisé, on a les conditions pour construire une station spatiale puisqu'on a une fusée porteuse, de l'approvisionnement et des longs séjours possibles. Donc avant 2020, sûrement à partir de 2018, on va construire notre propre station spatiale, la 3e au monde. La première, vous savez tous que c'était Mir, la station spatiale soviétique qui a déjà terminé sa mission. Maintenant, dans l'espace, il y a encore la Station spatiale internationale, un projet géré par les États-Unis plus 15 autres pays. Mais d'après ce qui a été prévu, elle devrait être mise hors service en 2020. On est actuellement en train d'examiner la possibilité d'un prolongement de sa mission. Donc la nôtre sera la 3e et elle sera complètement développée par la Chine.
Le président chinois Xi Jinping l'a bien dit. Explorer l'immense univers, développer l'industrie aérospatiale, c'est le rêve que l'on doit poursuivre sans cesse. Et ce que fait la science aérospatiale. Certes, elle ne peut pas créer tout de suite des richesses économiques, mais elle contribue beaucoup au progrès de la société humaine. Les Chinois ne peuvent pas rester inactifs. 2016 marquait le 60e anniversaire de l'industrie aérospatiale chinoise. En 1956, on a créé un organisme pour la recherche aérospatiale, l'Institut de recherche numéro 5 du ministère de la Défense. Il a été fondé en 1956 et une fois que j'ai eu mon diplôme, on m'y a affecté en 1957. En 2016, il fête donc ses 60 ans et ma carrière a juste un an de moins. À l'époque, la République populaire de Chine était toute jeune. Les Américains exerçaient un blocus contre nous et on entretenait de bonnes relations avec les Soviétiques. Le directeur nous a dit alors, nos grands frères ont une technologie avancée, il faut l'apprendre. On était une bonne dizaine et on s'est préparé à partir dans des écoles militaires soviétiques pour étudier les missiles. On s'est même dépêché d'aller à l'école militaire à Tallinn pour apprendre le russe. Mais 2 mois plus tard, en 1958, on nous a informé que l'Union soviétique ne voulait plus que nos officiers étudient chez eux. Du coup, on est rentré. Mais le directeur ne s'avouait pas vaincu. Il nous a dit d'enlever nos uniformes et d'aller étudier à l'Institut d'aviation de Moscou par l'entremise du ministère de l'Éducation supérieure. Alors on s'est habillé en civil pour y aller. Mais là, on a appris que tout le groupe pouvait partir sauf moi, Chi Farren. Vous savez que la fabrication des missiles implique plusieurs domaines. L'aérodynamique, la résistance, les techniques de fabrication, les moteurs, les tests. Tous les spécialistes de ces domaines pouvaient y aller sauf moi. Ça m'a vraiment choqué, j'avais tout préparé, je m'étais aussi rapidement marié, mais je ne pouvais pas partir. Que faire alors? Puisque les experts soviétiques étaient encore là, on pensait apprendre auprès d'eux. Mais en 1959, une fois l'accord rompu, tous les experts sont partis. Les Chinois se retrouvaient humiliés. Pourquoi dépendre toujours des autres? Pourquoi ne pas faire ça nous-mêmes? Le plus important, c'est d'être autonome. Dans le domaine des missiles, on était nombreux, des vieux, des jeunes, mais aucun n'avait vu de vrais missiles, à l'exception de Chen Shuesun, notre directeur. Il s'est battu pendant 5 ans contre les autorités américaines avant de pouvoir rentrer en Chine. Comme il avait vu des missiles, il nous a donné un cours d'introduction à cette technologie. C'est donc à partir de là que la Chine a décollé dans ce domaine. Pour ce qui est de la première fusée conçue et fabriquée par la Chine, comme on n'avait aucune expérience, le premier lancement a échoué. J'étais sur place et ça a vraiment été dur pour moi. J'avais un gros poids sur les épaules. On a donc tout passé en revue et on en a conclu qu'on avait eu le tort de vouloir aller trop vite. On n'avait pas su créer les conditions nécessaires pour les tests au sol. Les problèmes étaient apparus après le lancement, d'où l'échec. Mais l'échec est la mère du succès. Cet échec-là a énormément appris à ma génération. Ainsi, quand on a réalisé le satellite Dongfang 1, on a fait des tests. Et puis le Premier ministre Zhou Enlai m'a demandé, Chi Farren, lorsque Dongfang 1 sera lancé, est-ce qu'on pourra enfin entendre la chanson? C'était une question difficile. Comme c'était le tout premier lancement, tout ce que je pouvais lui répondre, c'est « Rassurez-vous, j'ai fait tous les tests possibles et il n'y a eu aucun problème. » Mais c'était au sol, pas dans le ciel. Il a alors compris qu'on ne pouvait pas faire plus et il a autorisé le lancement. ...1970年4月24号21时35分，中国第一颗人造卫星东方红1号从戈壁大漠腾空而起。从太空中传回的东方红乐曲，通过无线电波被无数人听到。这一幕成为一代中国人不可磨灭的记忆。
Donc depuis 60 ans, on ne dépend plus que de nous-mêmes. Aujourd'hui, les meilleurs moteurs de nos voitures sont encore importés. Les plus grands moteurs à combustion de nos navires le sont également, et même beaucoup de moteurs de nos avions. Mais dans le secteur aérospatial, les missiles, les fusées, les vaisseaux spatiaux et les satellites utilisent tous nos propres moteurs. Ce ne sont pas les meilleurs, mais ce sont les nôtres. On est obligé de passer par là. Tout le monde s'intéresse à Shenzhou 5, mais pour moi, c'est Shenzhou 1 qui me tient le plus à cœur. Parce que pour Shenzhou 1, on est parti de zéro. En 1992, la Chine a lancé le projet de vol spatial habité. À l'époque, ceux qui fabriquaient les missiles gagnaient moins que les marchands de rue et les chirurgiens moins que les bouchers. En fait, les professionnels de la technologie et l'industrie de guerre ne gagnaient pas beaucoup. De nombreux jeunes partaient à l'étranger ou se lançaient dans le commerce. C'était donc difficile de monter une équipe pour ce projet de vol spatial habité. Certains de mes collègues ne sont pas partis, ils sont restés. Ils étaient aspirants-chercheurs, mais ils n'avaient pas encore été mis à l'épreuve. Ils n'avaient pas connu l'échec. Les échecs, c'est moi qui en accumulais le plus. J'étais un vétéran. J'avais alors déjà 59 ans. C'est donc pour ça qu'on m'a confié cette tâche et que ça m'a mis sous pression. Les hauts dirigeants nous ont aussi porté un grand intérêt, disant qu'il fallait que le vaisseau retourne en territoire chinois, pas dans la mer, ni à l'étranger. C'était une exigence modérée. Mais le faire retourner en Chine n'était pas non plus chose facile. Alors on s'est mis à travailler jour et nuit, le week-end et même pendant les fêtes. Grâce aux efforts de tous, en 1999, le vaisseau est effectivement retourné en Chine à seulement 10 km du lieu prévu. Ça n'a vraiment pas été facile. Et c'est pour ça que j'ai plus d'affection pour Shenzhou 1 que pour Shenzhou 5. J'avais travaillé longtemps, mais vu mon âge, je n'étais jamais allé sur le terrain de récupération. Mes jeunes collègues me déconseillaient d'y aller parce que c'était trop fatigant et que la route était difficile. Mais cette fois-là, j'ai insisté pour y aller. Pour Shenzhou 10, comme je ne travaillais déjà plus en première ligne, j'y suis allé. Ils m'ont demandé ce que je voulais voir. Et je leur ai dit le lieu d'atterrissage de Shenzhou 1. Ils m'ont alors demandé pourquoi à la place j'allais pas voir Shenzhou 5. Et j'ai répondu que Shenzhou 1 m'avait profondément marqué. Ils ont donc fait des efforts pour m'y amener et j'ai réalisé mon souhait. Ce que je veux dire, c'est que pour le vol spatial habité, on a besoin d'endurance, d'intelligence, de courage et de dévouement. Je crois qu'il faut aussi comprendre ceci. Quand un pays a des besoins spécifiques, il faut avoir un esprit tout aussi spécifique. Bien sûr, je n'ai pas envie de travailler aussi dur tous les jours. Mais dans la vie d'une personne ou d'un pays, il se produit tôt ou tard des situations spéciales. Je donne un exemple. En 2003, pour Shenzhou 5, c'est en s'organisant à l'échelle nationale qu'on a fait des tests au sol. Après toutes les vérifications, le vaisseau allait être lancé. Mais comme vous vous souvenez, 2003 a été marqué par le SRAS. Une centaine de personnes travaillaient sur ce projet. Des personnes qui venaient des 4 coins du pays. Et s'ils attrapaient le virus chez eux et qu'ils le transmettaient à notre équipe. J'étais alors le directeur et le concepteur en chef et je me suis dit, bien, à partir d'aujourd'hui, vous mangerez et vivrez ici, mais ne pourrez plus rentrer. C'était cruel. Ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Certains avaient des enfants ou des parents à charge. C'est comme ça qu'on a bossé plus d'1 mois et qu'on a envoyé Shenzhou 5 dans l'espace. Que ce soit pour un projet d'envergure, une équipe ou une personne, il se produit parfois des situations spéciales, auquel cas répondent alors des solutions spéciales. C'est ce genre d'état d'esprit qui a maintenu à flot notre équipe et qui lui a fait surmonter les obstacles. L'industrie aérospatiale chinoise a commencé tard, mais son développement a été rapide. Jusqu'en 2016, la Chine a lancé 10 vaisseaux spatiaux, 10 taïkonautes. Tout s'est bien passé et jusqu'ici tout est parfait. Il ne faut pas avoir peur d'être en retard.
Dans une vie, dans une carrière, il ne s'agit pas d'un sprint, mais d'un marathon. Alors, même si on a pris un mauvais départ, il est inutile de s'affoler. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Bienvenue, chers téléspectateurs. Vous regardez Magistral, la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Vous voulez qu'on vous apporte une chaise? Non, ça ira. Asseyez-vous. Je ne suis pas du tout fatigué. Bien. Mais si vous vous sentez fatigué, dites-le moi et on vous fera passer une chaise. D'accord, d'accord. Applaudissements encore une fois pour Monsieur Tsi. Merci. Asseyez-vous. Tout à l'heure, à la fin du discours, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Oui, il a fait un geste, il a regardé sa montre. Les ingénieurs, surtout ceux qui lancent les fusées, ont une conception du temps très précise. Monsieur Tsi, vous avez regardé l'heure par rapport à ce qu'on avait prévu. C'est presque ce que voulait le réalisateur. Oui, toute votre vie, vous avez travaillé avec des technologies de pointe, mais est-ce que vous savez quelle est la technologie qui passionne les jeunes gens présents ici? Les produits de haute technologie. Mais ça reste de la technologie, Par exemple, les jeunes d'aujourd'hui jouent à la VR. Vous savez ce que c'est? la réalité virtuelle. Les jeunes aiment aussi le streaming sur smartphone. Vous connaissez? Je ne fais juste que téléphoner et envoyer des textos, rien d'autre. Je ne surfe pas sur Internet, je ne comprends pas vraiment. Ce que font les jeunes sur Internet, vous n'en savez rien? Non, Bon, maintenant passons aux questions des jeunes. Certaines sont assez intéressantes. Vous envoyez toujours les autres dans l'espace. Voilà une question qui est vraiment faite pour vous. C'est une question qu'ils se posent souvent. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous-même dans l'espace? Ce jeune dit en fait, vous avez envoyé tant de taïkonautes dans l'espace, pourquoi vous n'y êtes pas allé vous-même pour vous approcher du soleil? évidemment, si j'étais jeune, je voudrais aussi aller dans l'espace. Mais j'ai 80 ans, je dois laisser cette chance aux autres. Si c'était possible, bien sûr que j'aimerais pouvoir aller sur la station spatiale, là où ça se passe vraiment, pour résoudre les problèmes qu'on ne peut pas résoudre sur Terre. Il faut toujours penser à améliorer notre vie ici. Laissez-moi rajouter juste quelques mots. Plus tard, à vrai dire, il y aura deux types de taïkonautes, ou même trois. D'abord, ceux comme Yang Liwei. Ce sont en fait des pilotes et comme les chauffeurs, ils doivent réparer les véhicules lorsqu'ils sont en panne. Un autre type, ce sont les experts de charge utile, comme on dit. En fait, ils ne pilotent pas le vaisseau, qui n'est pour eux qu'un moyen d'aller dans l'espace. Pour les expérimentations. Oui, par exemple, des médecins, des spécialistes en matériaux qui font de l'expérimentation. Là, les exigences sont plutôt basses. Et enfin, un dernier type, ce sont les touristes. C'est possible de payer des dizaines de millions pour faire un tour. Mais je n'ai pas envie d'y réfléchir, il faut privilégier nos scientifiques. Quand vous avez parlé de touristes, j'ai vu beaucoup de regards s'enflammer. Mais lorsqu'ils ont entendu qu'il faudrait payer des dizaines de millions Il y en a déjà eu 4 ou 5. de touristes, Oui. le tourisme spatial, si ça arrive vraiment à se développer, peut-être que dans cette vie, on pourra vraiment y aller, on pourra vraiment quitter la Terre pour voir à quoi elle ressemble, cette planète où on vit. Ce jour-là est pour bientôt. Apportez quand même une chaise. Asseyez-vous et on va écouter nos 6 représentants du public. Non, pas la peine. Je ne crois pas que ça soit nécessaire. Il reste juste environ 3 heures. Hein. Ok. Non, ça sera pas si long, je plaisante. Maintenant, je suis aussi très fébrile. Bonjour Monsieur Tsi, je suis étudiant en sciences de l'espace et je vais bientôt entamer un doctorat. Tout le monde dit que les études en sciences et ingénierie sont dures, surtout celles en sciences de l'espace. C'est vrai, parfois je... Pardon, mais essayez d'être plus calme. Qui êtes-vous d'abord? Plus lentement. Vous n'avez pas bien compris. Allez-y, plus doucement. J'étudie à l'université d'aéronautique et d'astronautique de Beijing. Oh, comme moi.
Oui, et j'étudie aussi les sciences de l'espace. Parfois, on coopère avec des institutions pour des projets. Ils ont un timing précis, ils sont pressés. Du coup, on est aussi très pressé. Dans ce cas, on a énormément de pression. Parfois, il faut se lever très tôt et faire des heures sup le soir. Il arrive même qu'on fasse nuit blanche. Donc, c'est assez dur et il y a beaucoup de stress. Vous, qui êtes une des figures de l'industrie aérospatiale chinoise, je pense que vous avez aussi beaucoup de pression. Quand je vous vois à la télé ou en conférence à l'université ou ici aujourd'hui, vous paraissez toujours guilleret. Comment vous faites pour être toujours aussi détendu? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On rencontre forcément des difficultés, c'est inévitable. Penser éviter les difficultés, c'est comme croire au Père Noël. Il faut y être préparé psychologiquement. En science, les échecs sont inévitables. Dans le secteur spatial, on avait coutume de dire que l'échec n'était pas permis. Mais à présent, ce n'est plus pareil. Les Chinois peuvent se permettre d'échouer. L'échec est la mère du succès. Je suis celui qui a eu le plus d'échecs, donc j'ai plus d'expérience que ceux qui n'ont jamais échoué. Deuxièmement, l'état d'esprit est très important. Il faut toujours rester confiant. On peut tout surmonter avec des efforts. Il faut croire à ça. Si sauter des repas, passer des nuits blanches et être angoissé nous permettait de tout résoudre, il suffirait de sauter les repas, non? Mais il faut manger, il faut dormir et faire ce qu'on doit faire. Et se marier. Donc je pense qu'il faut garder confiance. Mais les jeunes disent aussi que si l'échec est la mère du succès, pourquoi est-ce qu'on n'en voit jamais le résultat? L'échec est la mère du succès. Mais pour ça, il faut que vous sachiez utiliser votre expérience, au lieu de répéter les échecs sans rien apprendre et attendre de réussir sur un coup de chance. Les étudiants en sciences sont réputés être très rigoureux, et les étudiants en sciences de l'espace le sont encore plus. C'est sûrement l'une de nos grandes qualités. Vous êtes un cas à part? Je vois que vous êtes un cas à part. Selon vous, quel est le plus grand défaut de la nouvelle génération d'ingénieurs spatiaux? Merci. La rigueur est une exigence de travail. Ça n'a rien à voir avec les défauts. Quand vous êtes à un tel poste, vous êtes obligé d'être rigoureux. Sinon, vous allez droit dans le mur. Les jeunes sont plus forts que nous. C'est une loi du développement social. Les nouvelles générations dépassent les anciennes. Mais on a un avantage. On a connu des malheurs, des vicissitudes. Et vous, vous avez été trop heureux. Donc vous devez savoir que les réussites dans l'industrie aérospatiale chinoise depuis 60 ans sont dues aux efforts des générations précédentes. Je crois que c'est bien ça qui vous manque. Mais pourquoi est-ce que Chen Xuesen et d'autres scientifiques ont-ils abandonné leur vie aisée et leurs bonnes conditions de travail pour entrer dans une Chine où la vie était si dure? C'est du patriotisme, n'est-ce pas? Je pense que c'est très important. Si la génération précédente a fait ça, la génération suivante ne devrait-elle pas faire pareil? Vous ne pouvez pas dépendre des parents, de la société, en considérant que tout ce que la société vous donne est naturel et que vous n'avez qu'à en profiter. C'est la différence qu'il y a entre nous, mais j'ai peut-être tort. Monsieur Tsi dit que votre plus grand défaut, c'est d'avoir été trop heureux. Vous devriez contenir un peu votre sourire, trop heureux. Vous êtes marié? Pas encore. Suivez l'exemple de Monsieur Tsi. Pour votre carrière, mariez-vous sans tarder, faut pas attendre. C'était dans un contexte spécial. Écoutez-moi, il ne faut pas vous méprendre. J'étais censé étudier en URSS longtemps sans pouvoir revenir. J'avais déjà une fiancée. Alors j'avais peur qu'elle parte avec un autre avant mon retour. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Ma fiancée est là, on va vite se marier, d'accord? C'est qui? Levez la main, s'il vous plaît. J'apprécie beaucoup votre optimisme. Peu importe que le travail ou le sujet d'étude soit fatigant, que la pression soit forte, vous parvenez toujours à être décontracté. Mais Monsieur Tsi a aussi parlé d'un point important, c'est qu'on doit avoir le sens des responsabilités, un sentiment d'urgence et puis de la rigueur dans son travail. C'est indispensable. Bon courage. Merci.
Monsieur Xi, bonjour. Vous avez dit qu'à l'époque, les experts en missiles gagnaient moins que les marchands de rue et ça m'a beaucoup touché. J'ai travaillé 2 ans dans le secteur des missiles et c'est pour ça que je me sens concerné. Mon salaire mensuel n'était que de quelques milliers de yuan, alors que ceux qui travaillent sur Internet ou dans la finance gagnaient 2 ou 3 fois plus que moi. J'ai donc une question. À l'époque de l'économie planifiée, dans les technologies aérospatiales, on ne gagnait pas beaucoup. Mais pourquoi à présent cette situation persiste? Que faire pour que les ingénieurs spatiaux soient mieux traités? Merci à vous. Les sciences spatiales, l'ingénierie spatiale, les applications spatiales, l'économie spatiale. Je dois dire ce qu'on n'a pas fait assez bien sur ce dernier point. On a déployé beaucoup d'efforts pour l'ingénierie spatiale. On a lancé beaucoup de satellites. Mais comment les utiliser à bon escient? Il reste encore beaucoup à faire pour qu'ils soient rentables. Cela implique des questions techniques, des questions institutionnelles, mais aussi une façon de voir les choses. Par exemple, les différents secteurs ont chacun un satellite, mais leurs ressources ne sont pas partagées. C'est un gros gaspillage. Une autre chose, c'est que c'est vrai que les salaires varient selon les postes. C'est pareil dans toutes les sociétés. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis. J'ai vu pas mal de Chinois. Certains travaillent dans des sociétés spatiales privées, certains travaillent à la NASA. Je demandais combien vous gagnez ici. On me répondait beaucoup moins que dans le privé. Alors pourquoi rester ici? Et on me répondait que c'était un honneur de faire ce qui était le plus en pointe dans le monde, quitte à gagner moins. Donc chacun a sa vision et son idéal. Certains préfèrent vendre des œufs parce que c'est rentable, mais moi je préfère le vol spatial habité. Bien que le salaire soit bas, c'est quelque chose de glorieux parce que c'est ce dont a besoin la nation. Alors, pourquoi dire que la société progresse? Parce qu'on peut choisir ce qu'on veut faire, que tout est OK, que rien n'est mauvais en soi. Vous n'avez pas changé de spécialité, non? Je suis en master, toujours en aéronautique et astronautique. On dirait qu'il y a beaucoup d'étudiants de cette université ici, déjà 2. En Chine, au stade actuel, peut-être qu'on ne peut pas donner à tous les scientifiques les meilleures conditions. Le gouvernement se pose aussi cette question. Des changements sont en cours. Mais entre-temps, je suis sûr qu'il y a toujours des gens qui ont la foi et qui font ce métier. J'espère que vous êtes l'un d'entre eux. Je suis aussi fier d'être un ingénieur spatial. Merci, Monsieur Xi. Monsieur Xi, bonjour. Je ne suis pas de cette université, mais je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez mentionné. Vous dites que si on vous a confié le projet du vol spatial habité, c'est parce que vous aviez échoué de nombreuses fois. On ne doit pas considérer cela comme critère de sélection et choisir toujours celui qui a échoué de nombreuses fois. Oui, je sais. Monsieur Xi a peur que vous vous mépreniez. Sinon, au bac chinois, celui qui fait le plus d'erreurs pourrait être récompensé. Mais je suis vraiment curieux. Avant que Yang Liwei ne décolle, est-ce qu'il savait que vous étiez celui qui avait échoué le plus de fois? Quand j'ai été nommé concepteur en chef, il n'était pas encore taïkonaute. Je ne sais pas s'il était au courant au moment de devenir taïkonaute. Mais je lui ai dit que ce que j'avais appris venait de la pratique, qu'il y avait des réussites, mais aussi des échecs. Je pense que ce sont justement les échecs qui m'ont le plus appris, que c'est la pratique qui m'a le plus appris et pas juste un enseignement. Regardez cette photo. C'est vous, après le lancement réussi. Oui. Ce n'est qu'après ce succès que M. Xi en a parlé à Yang Liwei. Bien sûr, avant le lancement, on se connaissait déjà. On a eu des discussions et il est venu voir notre vaisseau. Si je parle de ça, c'est parce que beaucoup pensent que les taïkonautes ou bien les pilotes, ce sont des gens très courageux. Mais selon moi, c'est tout le contraire. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que mon père a étudié à la même école que Yang Liwei. Il a même été dans la même classe que le taïkonaute Nie Raishan. Votre père est pilote? Oui, ils ont étudié dans la même école d'aviation. Mais mon père a cessé d'être pilote très tôt. Par la suite, il m'a dit plusieurs fois pourquoi il n'osait pas conduire de voiture. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas apprendre. Il savait piloter un avion. Alors conduire, c'est forcément plus simple. Mais il avait peur qu'il arrive quelque chose, parce que l'un de ses camarades de classe est mort dans un accident lors d'un exercice de vol régulier. Donc, je pense que ce ne sont pas, comme on le croit, des têtes brûlées. Au contraire, ce sont des gens qui chérissent la vie plus que tout. Alors, s'ils osent monter dans un vaisseau spatial, c'est parce qu'il y a des scientifiques comme vous qui leur donnent confiance. Mais j'ai une question.
Une fois que vous avez fini la fusée et que vous avez engagé votre responsabilité en signant l'ordre de mission, d'où vous vient votre confiance? Il y a deux raisons. D'après ce qu'ils disent, ils ont une grande confiance en moi, c'est évident. Sinon, j'aurais beau dire ce que je veux, ça ne servirait à rien. Pourquoi cette confiance? Ils voient quantité de tests au sol et connaissent tout le processus avec nos expérimentations. C'est donc une confiance mutuelle. On a aussi confiance en eux. Deuxièmement, pourquoi est-ce que j'ai confiance en moi? J'ai fait 4 vaisseaux non habités. Même si c'est moins que les États-Unis ou la Russie, j'en ai fait 4. Et j'ai fait des expérimentations à la fois au sol et en l'air. Je pense que tous les problèmes que j'ai imaginés se sont pleinement manifestés. Il y a une autre chose importante. L'ancien Premier ministre Zhu Rongji, qui était spécialisé en ingénierie, nous a dit un jour « Je n'exige pas le succès pour toutes vos expérimentations, ce n'est pas scientifique. 100% c'est impossible. Même les avions peuvent avoir des accidents de temps en temps, non ? Mais si l'expérimentation échoue, les taïkonautes ne doivent pas y rester. Même en cas d'échec, ils doivent pouvoir revenir. Et ça, on l'a fait. Il y a une capsule de sauvetage dans nos fusées. Avant la séparation de la fusée et du vaisseau, on a des plans B pour toutes les défaillances. Après la mise sur orbite, on a un groupe spécial pour prévoir les défaillances. À vrai dire, j'ai imaginé une centaine de défaillances, mais aucune n'est survenue. Et celles qu'on n'avait pas imaginées ne sont pas survenues non plus. Depuis les débuts de l'aventure spatiale chinoise, la séparation entre le satellite et le vaisseau spatial n'a jamais échoué. Mais certains disent, si ça arrive quand même, que faire? Et je leur dis, impossible, il n'y a pas de hasard, on a tout prévu. Pourquoi le taux de réussite chinois est-il le plus élevé? C'est parce qu'on met en avant la vie humaine. La sécurité des taïkonautes est prioritaire. Même si M. Tsi appose son propre nom sur l'ordre de mission, je crois que sa confiance en lui-même vient du travail de l'ensemble des scientifiques qui sont derrière lui. Bien sûr, je ne suis pas le seul à signer. Celui qui fabrique la fusée doit signer. Le responsable du lancement aussi. Nous sommes tous un groupe. Ils doivent tous signer. Vous êtes vraiment très courageux, je suis admiratif. Le fondement, c'est le travail, pas le courage. Si je peux résumer en une phrase, je ne sais pas si c'est exact ou pas, derrière tout homme courageux se trouve une foule qui ne l'est pas. Évidemment, c'est une image, de la prudence. J'imagine sans erreur possible, mais je me demande encore tous les jours ce qui pourrait arriver. C'est grâce à cet esprit qu'on a réussi dans tous les vols spatiaux, qu'on a obtenu un tel taux de réussite et une telle confiance en nous. Tous mes remerciements. Merci. Monsieur Tsi, bonjour. Je m'intéresse beaucoup à l'industrie spatiale. Je suis une passionnée. Je suis allée 3 fois à Chōchuan pour faire des reportages et j'ai aussi assisté au lancement de Shenzhou 10. Tout à l'heure, vous avez parlé des projets, y compris Long March 7, puis Tiangong 2 et encore Tianzhou 1. En 2020, ce sera l'envoi d'un rover sur le sol martien. Avec Chang'e 5, on va bientôt faire des prélèvements sur la Lune et Chang'e 4 allunira sur sa face cachée. Ces projets sont tous enthousiasmants. Je voudrais savoir... On dirait que vous en savez plus que Monsieur Tsi. Il se demande, mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de tout ça? La face cachée de la Lune. J'ai aussi entendu parler de projets qui seraient en train d'être discutés, mais pas encore finalisés. Vous en savez trop. J'aimerais connaître votre point de vue. Vous qui avez été le témoin de nombreuses innovations historiques en Chine, comment voyez-vous les futurs projets de l'industrie spatiale chinoise sur les 50 ans qui viennent, voire même les 100 ans? Le monde actuel se développe très vite. S'agissant du secteur spatial, il y a les sciences spatiales, l'ingénierie spatiale, les applications spatiales et plus tard l'économie spatiale. D'ici à 2025, on a une planification globale. 35 satellites de géolocalisation seront lancés et formeront un système de navigation global. Il y a aussi la station spatiale habitée. Maintenant, on est en train de discuter s'il faut envoyer un taïkonaute sur la Lune. Certains sont contre et se demandent pourquoi y aller. Là, on peut en discuter. Donc, la planification globale est en cours. Rassurez-vous, si vous avez des conseils... Oui, je suis rassurée. Vous pouvez nous les donner, puisque vous vous intéressez au secteur spatial et que vous en savez un sacré bout. Lorsqu'on est ingénieur en aérospatial, on est très rigoureux et on a la culture du secret.
Sur les projets que vous avez mentionnés, il n'a pas dit un traître mot. Il a seulement parlé grosso modo des étapes à venir, mais le plus important selon moi, c'est que, quels que soient les projets, la technologie spatiale n'est pas juste tournée sur elle-même. En fait, l'application de ces technologies bénéficie finalement aux gens ordinaires et à la nation. Même aujourd'hui, certains disent encore: vous avez lancé énormément de satellites, mais à quoi ça sert pour les gens ordinaires? En fait, l'ingénierie spatiale et le secteur des satellites bénéficient à tout le monde. Les émissions de CCTV ont une grande valeur marchande. Pourquoi? Parce qu'on peut les regarder dans le monde entier. C'est la transmission par satellite. Si seuls les Pékinois pouvaient les regarder, qui voudrait faire de la publicité sur votre chaîne? C'est déjà un bénéfice, non? Pas vrai? Là, on se sert de la géolocalisation et de la télédétection. Donc nos technologies servent à tout à chacun, non? Par exemple, si on peut insérer une puce dans une montre ou dans un téléphone, on peut utiliser la géolocalisation. Mais maintenant, il faut encore acheter un terminal, non? Non, maintenant c'est déjà possible. Déjà, j'arrive pas à suivre. Il n'y a pas ça dans mon téléphone. Si, ça existe sur votre téléphone, c'est juste que vous n'avez pas lancé l'application. Je vais le faire pour vous, ça existe, j'en suis sûr. Mais c'est déjà entré dans les foyers ordinaires? Votre téléphone, c'est un smartphone? C'est pas avec des touches? Non, ce n'est pas avec des touches, mais il est peut-être moins moderne que le vôtre. Celui-là, il a la fonction, je vais vous montrer tout à l'heure. J'avais peur qu'il nous sorte un vieux Nokia. On me demande ce que le vol spatial habité a apporté aux gens ordinaires. Je leur réponds en riant: ce dont je n'ai pas pu profiter, la couche-culotte. Vous pouvez tous l'utiliser à présent. Au début, elle n'était faite que pour les astronautes. Aujourd'hui, c'est devenu une industrie, n'est-ce pas? Il y en a partout. Le four à micro-ondes, tout le monde l'utilise. À quoi ça sert? Les astronautes restent parfois longtemps dans l'espace et ils ne peuvent pas toujours manger froid. Ils doivent manger chaud, mais le feu est interdit pour des raisons de sécurité. On a donc eu recours au micro-ondes et maintenant tout le monde l'utilise. L'état psychologique de Yang Liwei dans l'espace, on le connaissait parfaitement ici. Les soins médicaux à distance vont probablement se développer. Quand vous allez aux toilettes, le docteur connaît votre glycémie ou bien l'état de vos excréments. Toutes ces technologies peuvent entrer dans le quotidien. Donc l'ingénierie spatiale est au service de tous, non? En fait, j'aimerais savoir, Monsieur Xi, est-ce que vous avez des obsessions? Je sais que certains ingénieurs spatiaux ont une obsession pour la Lune, d'autres pour Mars. D'autres encore veulent plutôt lancer le SJ-10 ou bien l'explorateur de particules de matière noire pour percer les secrets de l'univers. En bref, j'aimerais savoir à quoi vous rêvez. Bien sûr, personnellement, j'espère avoir cette chance. J'espère que les Chinois pourront aller sur la Lune. J'espère pouvoir voir ce jour-là. Vous avez travaillé toute votre vie. Jusqu'ici, on n'a parlé que de recherche technologique. Pensez-vous qu'une fois à la retraite, vous passerez plus de temps avec votre famille? Je n'ai pas encore pris ma retraite, mais d'après le Code du travail, il me faudra la prendre bientôt. Jusqu'ici, j'ai gardé les mêmes habitudes. Je suis probablement le premier à arriver au travail. On n'exige pas une heure précise pour commencer et finir le travail, mais j'arrive toujours tôt. Pourquoi? C'est juste une habitude. Quant à ma famille, ce que je regrette le plus, c'est que je n'ai pas bien rempli mes obligations en tant que fils, père ou bien mari. J'éprouve des regrets. Pourtant, après le lancement réussi de Shenzhou 5, mon fils m'a envoyé un texto. « Papa, tu n'as pas vécu pour rien. » C'était son idée à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que si tu te tournes vers le passé, tu sais que tu n'as pas déçu la confiance de ton pays et que tu as fait tout ce que tu pouvais. Voici un homme qui a passé ses plus belles années à envoyer des personnes dans un lieu lointain et inconnu. Or, lui-même n'y est jamais allé. Depuis toujours, il n'a pu qu'imaginer ce lieu. Aussi, aucun métier ne pourrait être plus poétique que celui-ci. Pendant votre discours, je me suis renseigné en douce sur votre prénom, Faren, 2 caractères chinois qui signifient se mettre en route, partir de zéro, faire le tout premier pas. Monsieur Xi a été précisément ce jeune engagé dans l'industrie aérospatiale chinoise au moment de son départ. C'est sa génération qui a donné la première impulsion à l'industrie spatiale chinoise. C'est cette mission qui sera justement confiée aux jeunes ici présents. Rendez-vous utile à la société, rendez-vous utile à votre entourage.
En tant que membre d'une équipe, nous devons apporter notre propre contribution au pays et à la nation. Applaudissements encore une fois nos honorables ingénieurs en aérospatial et merci à Monsieur Xi pour son excellent discours. À la prochaine.